Bonjour, je suis Raphaël Madvet, donc je suis directeur de recherche au CNRS, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Et je travaille depuis une vingtaine d'années sur la gestion de la biodiversité au sein et en dehors des aires protégées. Et donc, j'ai été amené à m'intéresser à la question de la résilience des systèmes socio-écologiques depuis les années 2003-2005. Les chiffres qu'on garde tous en tête, c'est Johan Rockström qui parle beaucoup de ça au Resilience Center à Stockholm. Mais c'est les trois chiffres qu'on devrait avoir tous en tête, c'est le 3, 6, 9, à savoir les 3 degrés Celsius de réchauffement planétaire, sachant que les dernières publications dans Nature montrent qu'on pensait qu'on aurait des effets d'emballement avec la fonte du pergélisol, etc. Seulement, il y a encore 10-15 ans, on pensait qu'on aurait ces effets de seuil, ces effets de basculement vers un autre système, seulement si on atteignait les 5-6 degrés Celsius. Là, aujourd'hui, on pense qu'entre 2 et 3 degrés, ça se trouve, ça sera suffisant. On a des inquiétudes de ce côté-là. 6, c'est la 6e extinction dont on vient de parler avec la biodiversité. Et 9, c'est les 9 milliards d'êtres humains qui seront sur Terre sous peu et dont il faudra assurer l'épanouissement et la subsistance, donc la sécurité alimentaire. Voilà. Donc ça, c'est un peu les défis résumés. Avec 3 chiffres, on a tous les défis auxquels on doit faire face. Et par exemple, si on prend ne serait-ce que les dernières publications, les insectes, on a quasiment 70% des insectes des aires protégées en Europe qui ont disparu au cours des 30 dernières années. Un tiers des populations d'oiseaux, donc les effectifs notamment des oiseaux des champs en France qui ont disparu. Donc à l'échelle nationale, on a un effondrement d'un tiers des effectifs connus il y a 15 ans ou 17 ans. Donc on voit que ça s'est largement accéléré depuis, on va dire, les années 90. La biodiversité, c'est quoi? C'est vraiment sommairement, c'est l'ensemble des êtres vivants que l'on a sur Terre. Tous ces êtres vivants sont reliés entre eux de différentes manières et sont en interaction avec la géologie de notre planète, sont en interaction avec les processus chimiques atmosphériques qui autour de notre planète. Et donc, via ces processus bio-géochimiques, le vivant façonne la vie sur Terre et façonne nos conditions de vie et de développement humain sur Terre. Et donc, les grandes causes de la perte de biodiversité sont très, très bien identifiées, très, très bien documentées. Et la première, c'est la dégradation des habitats, la dégradation des milieux naturels, la dégradation des forêts. La deuxième cause, ça peut être le changement climatique. Je ne donne pas un ordre de hiérarchisation qui crée des bouleversements inédits de par sa vitesse et son ampleur dans l'espace. Ensuite, on a les pollutions par les nitrates, les phosphates dont on parle beaucoup moins au profit des pesticides ces derniers temps, mais toutes les molécules chimiques, tous les perturbateurs endocriniens, tout le stock d'azote et de phosphate qui nous emmène vers une grande eutrophisation générale reste très inquiétante, sans parler de la pollution plastique. Ensuite, les espèces invasives, du fait des transports internationaux, on n'a jamais autant, en quelques semaines, transporté des containers de Chine, d'Afrique du Sud, en Europe, dans nos ports, à Bordeaux, au Havre, à Marseille. Et donc, du coup, on a des espèces invasives. On n'a jamais autant voyagé en avion. Et donc, on a transporté des spores de bactéries, des nouveaux insectes, des plantes qui viennent évidemment occuper des niches écologiques, soit en compétition ou pas, avec des plantes autochtones européennes ou françaises. Et puis enfin, le dernier point, c'est la surexploitation, c'est-à-dire la destruction directe des espèces. En tant qu'être humain informé, on peut se demander si on ne doit pas avoir des devoirs envers la nature et donc respecter cette nature.
Alors, pour quelle raison? C'est parce que tout simplement, la biodiversité qui nous entoure participe de la production d'oxygène, participe de notre production de biens et de services alimentaires, évidemment, le bois pour les matériaux pour se chauffer et autres. Et que si on dégrade trop cette biodiversité, on sait bien qu'à la fin, il y a l'être humain. Voilà. On a beau s'affranchir via un certain nombre de progrès technologiques, on sera les grands perdants si on n'a pas su préserver la biodiversité. L'autre élément, l'autre enjeu, pourquoi préserver la biodiversité, c'est souvent une question qui est inversée désormais, c'est pourquoi la détruire. Aujourd'hui, on a à faire face à ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on dépend de plus en plus de choses qui, en retour, dépendent de plus en plus de nous. Donc, on a vraiment ce bouclage qui se fait. Avec le changement climatique, on change d'échelle, puisqu'avec le changement climatique, on s'aperçoit que désormais, c'est le climat de la planète Terre qui dépend de nos actions. Et donc, si on dépend de plus en plus de choses qui, en retour, dépendent de plus en plus de nous, si nous étions des êtres strictement rationnels, ça nous inviterait, sinon obligerait, à gérer en bon père de famille ou en bonne mère de famille, à gérer, à prendre soin finalement, à faire attention, à porter attention à la biodiversité et à développer une forme, à devenir finalement les gestionnaires de cette biodiversité et d'en prendre la responsabilité. Voilà. Donc ça veut dire qu'en termes de contrat moral, il faudrait qu'on arrive à adosser au contrat social de Rousseau, qui est le contrat qui nous fait tenir ensemble en tant que société, le contrat naturel, par exemple, que proposait feu Michel Serres dans le début des années 90, c'est-à-dire un contrat par lequel on fixerait définitivement nos devoirs envers la nature, pour éviter de dégrader nos propres conditions de vie. Quand moi je parle, ou que mes collègues on parle de résilience sociale et écologique, ça veut dire qu'on pense toujours dans notre réflexion à traiter simultanément à la fois des dimensions socio-économiques, donc de pouvoir, donc également politiques et culturelles évidemment, et les dimensions écologiques. Donc pour nous, par exemple, si on travaille sur un territoire, on a une approche systémique et on le décompose dans un système social et écologique. L'intérêt de penser la résilience sociale et écologique d'un territoire, c'est de le conduire à penser les différentes variables ou les différentes forces qui peuvent modifier ce territoire-là, pas seulement une seule, mais plusieurs, et se mettre en capacité de les anticiper. Et donc l'intérêt de la pensée de la résilience, c'est de penser la trajectoire de votre système. C'est-à-dire d'arriver à penser que votre système, il peut avoir tel état d'équilibre, il peut avoir tel autre, il peut avoir tel autre. Ici, cet état d'équilibre, il n'est absolument pas désirable par la majorité d'entre nous. Comment on fait pour changer de trajectoire? Alors, la résilience écologique, c'est la capacité, par exemple, d'une forêt à brûler et à changer tout en redevenant la forêt initiale ou proche, ou en gardant les principales essences qui composaient cette forêt. Ça peut être la résilience écologique. La résilience sociale et écologique, elle intègre les gens qui vivent de la forêt, les gens qui sont attachés à cette forêt, et donc intègre leurs conditions économiques, sociales, culturelles. Et donc, si on peut résumer tout ça, leurs conditions identitaires. Et donc, c'est à garder leur identité tout en changeant. Les grands principes généraux pour mettre en place une résilience sociale et écologique d'un territoire, parmi ces grands principes, on a le premier des principes, c'est garantir la diversité génétique des espèces, des paysages, des styles de vie, des règles pour favoriser de la redondance. Le deuxième principe, c'est la connectivité au sein et en dehors du territoire de référence. Donc, le troisième principe, c'est le principe en fait des variables lentes. Alors, les variables lentes, c'est par exemple
travailler sur ce qui change lentement pour essayer de comprendre mieux les phénomènes de ce qu'on appelle les tipping points, les points de basculement et les zones d'effondrement quand son territoire change totalement d'état. Le critère d'adopter la pensée des systèmes complexes adaptatifs, c'est-à-dire considérer qu'on est tout le temps en situation d'incertitude et qu'on peut reposer sur un grand nombre de modèles mathématiques et informatiques, mais qu'il faut enrichir ces modèles produits par les experts, par la connaissance empirique, par les sciences citoyennes, par la connaissance et la longue expérience souvent des élus du territoire. Et un cinquième paramètre est celui de la gouvernance adaptative, une gouvernance polycentrique qui permet de jouer sur des niveaux de prise en charge, de responsabilité, d'aménagement avec un minimum de recouvrement institutionnel et à différents niveaux décisionnels et surtout qui prennent en charge, enfin, qui donnent une part belle ou satisfaisante en tout cas dans le système décisionnel aux acteurs qui vont avoir à subir les conséquences des décisions. Pour avoir un territoire résilient, il faut créer un territoire capable. Et ce que j'appelle un territoire capable, c'est un territoire dont les habitants, avec leurs élus, leurs experts, etc., sont capables de penser ce qui arrive et sont capables du coup de créer, d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire ils sont capables de penser ce jeu d'interdépendance, ils sont capables de penser l'idée qu'ils sont responsables des conséquences de ces interdépendances quand ils font des choix. Et dans ce cas-là, ils sont capables de faire le choix de ce qu'on appelle, ce qui est inscrit dans la loi désormais, de la solidarité écologique, c'est-à-dire de faire le choix d'être solidaires, nous, entre humains, avec les autres humains, au sujet de l'accès aux ressources, au sujet de l'accès, de la préservation de la beauté de nos paysages, etc., et de nos ressources alimentaires, de nos lieux de ressourcement et de vie, et en même temps d'être solidaire directement avec les autres êtres vivants, non humains, parce qu'on considère qu'ils font comme nous, c'est des compagnons de la biosphère au même titre que d'autres humains. Et dans ce cas-là, ça nous rend capable d'agir. La première image qui me vient à l'esprit, on va dire que c'est dans le champ artistique, c'est le radeau de la Méduse, parce qu'en fait, on voit bien qu'on est dans un système qui est en train aujourd'hui de s'appauvrir, c'est-à-dire que les champs des possibles se réduisent fortement en ce moment et nos capacités d'adaptation restent très importantes. Et donc, même si on peut penser qu'on va passer par des temps quand même difficiles, qu'il faut rester lucide, alors on n'ira peut-être pas jusqu'au cannibalisme évoqué sur le radeau de la Méduse, mais en tout cas, il y aura l'enjeu de savoir qui va rester sur le radeau. Et pourquoi le radeau de la Méduse? C'est parce qu'en fait, quand Géricault, quand il a peint, il a fait plusieurs tests, il a fait plusieurs essais. Il ne savait pas s'il devait faire apparaître à l'horizon ou pas une voile, qui serait la voile de l'espoir. Et donc, et on voit évidemment que finalement, à la fin, ça se termine plutôt bien. C'est-à-dire que le radeau de la Méduse, ils sont passés par des épreuves très importantes, mais ils parviennent. Donc, on a l'espoir qui reste en ligne de mire à l'horizon.